Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le cycle de Krebs. Donc après avoir fait le cycle de Calvin hier, que je vous invite à aller voir sur ma chaîne si vous en avez besoin. Et aujourd'hui on s'occupe du cycle de Krebs, donc le catabolisme oxydatif dans la mitochondrie. Avant toute chose, démarrons par une petite mise en contexte. Donc le cycle de Krebs se déroule dans la matrice mitochondriale. Donc c'est-à-dire qu'on est dans la mitochondrie qui est elle-même dans une cellule. Donc ça a son importance, étant donné que la matrice mitochondriale se situe à l'intérieur de la mitochondrie. Donc on va avoir besoin de certains précurseurs qui sont initialement, par exemple, dans le cytoplasme de la cellule et qui vont devoir traverser les deux membranes de la mitochondrie. Or, on sait que les deux membranes de la mitochondrie ont des compositions différentes. La première liposoluble, la deuxième non. Et ainsi, il va falloir observer et mentionner les adaptations et les sélections au cours de l'évolution qui ont rendu possible cette collaboration entre les différents compartiments. Donc compartiment. Et cette notion de collaboration est très importante dans le programme de BCPST ou en général pour comprendre le fonctionnement à l'échelle de la cellule des différentes réactions métaboliques. Donc l'objectif principal, si on peut ainsi le mentionner, donc si on oublie la signification finaliste d'objectif, mais à l'issue du cycle de Krebs, on va transformer de la matière en énergie. Donc l'objectif de ce cycle, c'est de transformer de la matière en énergie. Et c'est ce qu'on appelle en métabolisme le catabolisme. Donc contrairement à l'anabolisme où on utilise de l'énergie pour former de la matière, là on va transformer de la matière en énergie. Donc à la fin, on va parler en ATP. Ensuite, il est important de parler de la notion de précurseur. Donc l'un des précurseurs très importants du cycle de Krebs, c'est cet acétyl-CoA. Mais il est aussi important de comprendre d'où vient cet acétyl-CoA. Donc initialement, on va partir dans la cellule et sortir de la mitochondrie, observer ce qui se passe dans le cytoplasme, c'est la glycolyse. Donc la glycolyse va à la fin produire un pyruvate. Okay, donc la glycolyse qui est aussi un cycle. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez besoin ou envie d'une vidéo sur la glycolyse, que je me ferai un plaisir de préparer. Mais ce qui est important ici, c'est donc que cette glycolyse produit un pyruvate. Mais le pyruvate doit rentrer et ensuite être transformé en acétyl-CoA jusque dans la matrice mitochondriale. Donc on a diffusion dans la membrane externe de la mitochondrie, donc par liposolubilité. Donc en gros, le pyruvate peut passer facilement par diffusion dans la membrane liposoluble externe, mais pour passer dans la membrane interne, il a besoin d'un sympore, donc c'est un sympore H+ pyruvate. Donc là on est sur les transports membranaires et la manière dont certaines molécules peuvent passer ou non d'un côté ou de l'autre, en fonction de la solubilité de la membrane. Donc là pareil, si jamais ça vous intéresse, je peux faire une petite vidéo sur les membranes et les transporteurs membranaires, c'est super intéressant. À la fin, dans la membrane interne, on a un complexe qui va transformer ce pyruvate en acétyl-CoA, qui va ensuite pouvoir être intégré en tant que précurseur dans le cycle de Krebs. Donc voilà le cycle de Krebs, donc on a bien l'acétyl-CoA ici dont on parle depuis tout à l'heure. Alors, pas de panique, j'ai trouvé qu'une illustration en anglais, mais par chance, c'est quasiment les mêmes noms en anglais et en français. Donc ici, citrique acide, c'est citrate ou acide citrique. Isocitrique, isocitrate ou acide isocitrique. Alpha-cétoglutarate, succinyl-CoA, succinate, fumarate, malate, oxaloacétate, comme en français. Ok ? Donc là, on a l'entièreté du cycle de Krebs avec les 8 étapes à savoir. On peut toujours en faire plus, on peut en faire moins. Ça, c'est vraiment les 8 étapes hyper importantes. Alors, la première étape, on a donc de l'oxaloacétate et de l'acétyl-CoA qui sont condensés en acide citrique. Donc l'acide citrique ou le citrate, cette réaction nécessite une molécule d'eau. Donc je l'ai rajouté ici, H2O, comme ici, donc parce qu'il n'y avait pas sur le schéma initial. Mais donc on a oxaloacétate plus acétyl-CoA, donc qui est la molécule qui vient d'arriver dans la matrice mitochondriale après avoir fait la glycolyse, etc., comme on a mentionné plus tôt. Ça se condense, donc ça s'appelle une condensation, en citrate. Ensuite, deuxième réaction, c'est une réaction d'isomérisation. Donc c'est juste un groupement OH qui se déplace sur la molécule, et à la place d'avoir du citrate, on a de l'isocitrate. Donc là, pas très intéressant d'un point de vue métabo.
Ensuite, on a la première décarboxylation. Donc on a départ d'une molécule du CO2. Donc là, c'est ce qu'on appelle la décarboxylation. Et cette décarboxylation, elle est couplée à la formation de NADH. Donc la transformation d'isocitrate en alpha-cétoglutarate produit, entre guillemets, un pouvoir réducteur. Donc on produit de l'énergie. Donc c'est bien l'intérêt du cycle de Krebs, comme mentionné plus tôt. Troisième étape, décarboxylation, formation de pouvoir réducteur. Quatrième étape, c'est la seconde décarboxylation, donc qui est successive. Encore une fois, départ de CO2, formation de pouvoir réducteur, NADH. Donc, cette fois-ci, à la place d'avoir isocitrate qui devient alpha-cétoglutarate, l'alpha-cétoglutarate devient le succinyl-CoA. Succinyl-CoA qui peut former, en étant transformé en succinate, de l'ATP. Donc là, ça nécessite une petite précision. Ce qu'il se passe en réalité, c'est que lors du passage de succinyl-CoA en succinate, on crée du GTP. Donc c'est GDP qui devient GTP. Et par transphosphorylation, le GTP redonne le groupement phosphate qu'il vient de gagner à de l'ADP qui devient de l'ATP. Donc en fait, on devrait rajouter une étape. Succinyl-CoA se transforme en succinate et GDP devient ATP et ensuite l'ADP plutôt, vole le groupement phosphate qui vient de gagner le GTP. Donc le GTP redevient du GDP et l'ADP devient de l'ATP. Donc je sais pas si c'est clair, mais en tout cas, il y a une petite étape. Là, en fait, c'est simplifié. On efface totalement le rôle de GDP et de GTP. Mais c'est important parce que c'est un mécanisme de transphosphorylation. Si vous avez besoin d'un exemple de transphosphorylation, c'est vraiment l'un des seuls que vous aurez dans le programme de BCPST. Et c'est vraiment l'exemple typique, classique de transphosphorylation dans les voies métaboliques plutôt connues. Ensuite, une fois qu'on a du succinate dans le cycle, ce succinate est transformé en fumarate. Donc là, on a une fois de plus formation de pouvoir réducteur. Et ce pouvoir réducteur, cette fois-ci, c'est FADH2. Ici, si vous voulez savoir le nom de l'étape, c'est ce qu'on appelle une déshydrogénation en chimie organique, parce qu'en fait, on perd des hydrogènes qu'on cède à FAD. Donc le succinate cède des hydrogènes, c'est donc une déshydrogénation. Ensuite, le fumarate est transformé en malate, étape 7. Or, on a besoin d'une molécule d'eau, c'est donc une hydratation. Donc on a déshydrogénation, hydratation, donc on est au stade malate. Ensuite, le malate est déshydrogéné une nouvelle fois de plus en oxaloacétate. Donc on a régénération du précurseur, donc ce qui est très important lors de la réalisation d'un cycle. Si on veut pouvoir tourner à l'infini, entre guillemets, il faut bien qu'à la fin, on reproduise ce qu'on avait initialement. Donc, déshydrogénation, le malate est transformé en oxaloacétate et on a une nouvelle fois formation de pouvoir réducteur. Ainsi, on a fait vraiment le tour du cycle de Krebs. Donc, on a réalisé un cycle complet avec les 8 étapes, certaines décarboxylations, avec en parallèle production de pouvoir réducteur, ici transphosphorylation, création de pouvoir réducteur, déshydrogénation, création de pouvoir réducteur, hydratation, et déshydrogénation une nouvelle fois, régénération du précurseur et création de pouvoir réducteur. Donc ainsi, plusieurs étapes, 1, 2, 3, 4, 5 étapes sur les 8 étapes du cycle de Krebs produisent des pouvoirs réducteurs. Ce qu'il faut retenir maintenant du cycle de Krebs, c'est bien évidemment les 8 étapes dans le cycle classique. Donc je mets classique ici parce que vous pourrez trouver plus détaillé, vous pourrez trouver moins détaillé, vous pourrez trouver des cycles qui mentionnent les pouvoirs réducteurs, d'autres non, qui mentionnent l'eau, d'autres non. Ensuite, ce qu'il faut retenir, c'est que les co-substrats initiaux sont l'acétyl-CoA et l'oxaloacétate. Et l'intérêt de savoir ça, au-delà de savoir juste réaliser le cycle et de pouvoir le reproduire, c'est que l'acétyl-CoA et l'oxaloacétate ont plusieurs origines différentes dans la cellule. Donc, plusieurs voies métaboliques produisent ces deux co-substrats, et ils se retrouvent dans la matrice pour réaliser le cycle de Krebs. Au total, pour un acétyl-CoA, on produit 2 CO2, 3 NADH+, un FADH2 et un ATP. Donc en équivalent,
Le NADH vaut 3 ATP, d'un point de vue énergétique, et le FADH2 vaut 2 ATP. On a donc 3 x 3, 9, plus 2, plus 1, 12 ATP qui sont formés par acétyl-CoA qui rentre dans le cycle. Ainsi, on a vraiment production d'ATP, donc production d'énergie, entre guillemets, ou de pouvoir réducteur, c'est mieux formulé, lors du cycle de Krebs. Donc on est bel et bien dans le catabolisme oxydatif de la cellule, parce qu'on oxyde l'acétyl-CoA. Et enfin, la dernière chose à vraiment retenir, c'est que le cycle de Krebs est une véritable voie de convergence du métabolisme, ou catabolisme encore une fois, parce que cet acétyl-CoA, cet oxaloacétate peuvent provenir de plusieurs endroits. Le pyruvate peut être oxydé de plusieurs manières différentes. On peut avoir l'hélice de linène par exemple, on peut avoir de la transamination qui produit de l'acétyl-CoA. Donc c'est vraiment plein de voies métaboliques très différentes, mais à la fin, ces cosubstrats se retrouvent dans la matrice mitochondriale pour réaliser le cycle de Krebs. Donc ce qui pourrait être intéressant, c'est ensuite d'intégrer ce cycle de Krebs à un fonctionnement plus global à l'échelle de la cellule, et montrer la collaboration entre les différents compartiments cellulaires ou intracellulaires. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi j'adore parler de métabolisme, donc n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire, que ce soit pour la qualité du son, ou la qualité de la vidéo, ou la qualité des illustrations ou du diapo en général. J'ai acheté un nouveau micro, donc peut-être que les réglages sont pas encore très bons. En tout cas, je vous souhaite bon courage, j'espère que ça vous a plu, et à bientôt!